Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre émission mensuelle. On a quand même eu une coupure de près de 3 mois. J'espère que vous avez pu, en l'absence d'émissions plus récentes, regarder, revoir les émissions qui sont toutes sur YouTube et que vous avez pu aussi pousser vos réflexions, parce que notre travail consiste à ça, à vous aider à partir d'une démarche pédagogique et d'invités qui sont censés bien connaître leur domaine, qui sont là donc pour vous aider et vous éclairer. Et donc, comme nous sommes toujours dans une volonté de rester connecté à la réalité, à l'actualité, aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir, l'honneur aussi de recevoir 2 jeunes parmi ceux qui ont ceux qui sont informés de ce qui s'est passé le 22 mai, parce que finalement, on a dit beaucoup, lu, entendu, les médias ont été véritablement envahis par des discours qu'on ne comprend pas toujours. Et donc, le travail aujourd'hui va consister à vous aider à entendre d'abord des personnes qui sont probablement, elles, dans une réflexion plus juste et plus centrée sur l'état de notre société, les raisons pour lesquelles une partie de la jeunesse, ou la jeunesse, il faut la mettre au singulier, entreprend un certain nombre d'actions que notre société a qualifiées par des mots qui font parfois un petit peu froid dans le dos. J'ai vu beaucoup de choses, de termes, d'actes inqualifiables, de vandalisme, de voyouterie, etc. Et moi je réagis en tant que sociologue. On ne résout pas des problèmes de société en stigmatisant les gens ou en leur envoyant à la face des injures qui sont censées essayer de comprendre. La démarche que nous attendons, nous, de notre société et de nos gens intelligents, c'est qu'ils soient, eux, justement, dans le questionnement, parce que moi, je pars de la posture du sociologue qui est la suivante. Il s'agit pour nous toujours de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, comme ils le font, et au moment où ils le font. Donc c'est à partir de cette base-là qu'on va interroger notamment ce qui s'est passé le 22 mai, mais je crois que le 22 mai fait écran à beaucoup d'autres choses qui ont eu le temps de se transformer en situation de crise. Et moi, j'ai plutôt envie d'interroger la situation de crise que les statues qui sont tombées. Et bien entendu, personne ne demande que l'histoire ne soit pas déclinée dans le doigt fil de ce qui a été écrit, ce qui a été dit et pensé, parce que l'histoire n'est pas une science neutre, et les idoles, les icônes qui sont sur un territoire ne sont pas neutres non plus. Donc on interroge tout ça, et donc on va essayer d'éclairer avec la parole documentée et, on va dire, centrée de mes 2 invités. Donc je reçois cet après-midi Alexa Nozier-Lafontaine. Bonsoir Alexa. Bonsoir. Oui. Vous voulez vous présenter rapidement. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Oui. Voilà. Je suis une jeune Martiniquaise de 20 ans et aujourd'hui je parle en mon nom parce qu'on a tous nos raisons pour faire les choses et je ne veux pas parler au nom de qui que ce soit d'autre. Et du coup, je suis vraiment aujourd'hui là pour exprimer des choses qui sont dans ma tête et que j'ai envie de partager en fait avec des Martiniquais qui seraient intéressés.
Il y a des Martiniquais. Et vous pensez que les gens ont le droit d'essayer d'avoir des explications venant, par exemple, si vous pensez, vous êtes là en tant qu'individu et pas en tant que représentant d'un groupe ou d'un collectif, vous êtes là en tant que Alexandre Osier-Lafontaine. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des choses que les gens aient droit à des explications pour qu'ils comprennent, puisque nous sommes dans une société et je crois que il y a un segment de la population qui s'est approprié la société, c'est malheureusement ce que je déplore, et qui ne donne pas beaucoup d'espace de parole, de temps, de considération non plus à une autre partie qui est jugée subversive et parce qu'elle porte une parole ou un projet plus alternatif. Donc, à quel moment, puisque j'entends qu'on aspire à l'union, au collectif, à une société où on ferait communauté, eh bien, comment est-ce que vous voyez ça, votre position par rapport aux gens qui sont dans le jugement ou aux autres qui sont dans l'attente d'explications émanant de vous, par exemple, en tant que personne? Alors, il y a des gens qui ont fourni des analyses, un acte qui s'est fait, et il y a des gens qui demandent à ce qu'on explique en fait pourquoi les choses se sont faites. Et du coup, je pense qu'il faut expliquer aux gens parce qu'au final, ce qu'on dénonce en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne se savent pas en Martinique. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est là pour partager un point de vue et pour partager aussi des informations, je pense, qui ne sont pas vraiment connues en fait à propos de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation de la Martinique. D'accord. Et puis je vous présente aussi, chers téléspectateurs, Lou Constant Desportes, qui nous fait aussi le plaisir d'être là pour expliquer. Oui. Oui, expliquer ou en tout cas s'exprimer, échanger. Moi aussi, j'insiste sur le fait que je ne suis pas le porte-parole d'un groupe. D'accord. Et nous sommes des citoyens et des citoyennes concernés pour leur pays tout simplement et qui aiment beaucoup leur pays d'ailleurs. Oui, moi je pense que si vous êtes, vous vous impliquez dans la vie publique, c'est que vous vous sentez appartenir à... Il y a des gens qui parlent d'un territoire, d'une région, à un peuple, bien que le terme soit très politique, ou politisé, ou détourné aussi de son sens tout simple, tout banal, celui de faire partie d'un... Oui. Oui, allez-y, finissez. Non, c'est ça. C'était donc. Je ne sais pas si vous voulez donner quelques informations sur vous en tant que personne. On a bien compris, chers téléspectateurs, qu'ils ne viennent pas représenter un collectif. Parce que, voilà, l'invitation s'est faite de la sorte. Il aurait été question qu'ils expliquent en tout cas ce qui s'est passé. Et bon, s'ils n'ont pas été là, voilà, ils vont le faire avec leur recul et leur regard ou ce qu'ils en ont entendu, ce qu'ils en ont vu. Et c'est sur cette base-là qu'on va donc discuter. Alexandre ? J'aimerais revenir justement sur ce que vous avez dit. Oui. Souvent, les gens pensent que, comme il a dit, en fait, on est des citoyens, on est des membres d'un peuple, en fait, et on vit sur un territoire. Et souvent, les gens, ils essayent de comprendre, ils disent qu'on fait partie d'un parti politique, qu'on a des objectifs politiques. Je dis pour l'instant, parce que je ne sais pas ce qui pourra advenir, mais personnellement, et je pense que c'est le cas de Lou aussi, on fait partie d'aucun groupe politique. Et en fait, nous, on se bat pour des choses, parce qu'on pense qu'il y a des choses injustes qui se font, qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et on veut juste rétablir en fait une certaine vérité. Et quand on regarde l'histoire du militantisme d'il y a 50-60 ans, on voit bien qu'il y a des gens qui ont été emprisonnés quand ils ont voulu parler du 22 mai, de la révolution et de l'insurrection de Romain. Donc, en fait, c'est ça, en fait, en Martinique, il y a des choses il faut parler de certaines choses. Il y en a qui ont posé des pierres dans ce sens-là il y a des années. Et en fait, nous, on veut continuer. En fait, nous, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas encore maintenant, parce qu'on est en 2020. Les gens aiment bien dire oui, on est en 2020, mais le racisme
Le racisme existe encore bien de nos jours, en fait, et ça passe par l'éducation, par l'histoire, par ce qu'on dit aux gens de leur histoire, en fait. Oui. Ce n'est pas terminé, en fait. Il y a encore des choses à faire. Et vous, Lou, c'est cette base-là? Oui, mon engagement, je pense, est lié en grande partie au fait que la Martinique, l'histoire de la Martinique est en grande partie coloniale, et ça a toujours des effets aujourd'hui. Et donc voilà, et comme vous disiez tout à l'heure, l'histoire n'est pas neutre. Elle est écrite par des gens dans un contexte. Et on essaye de nous faire croire que l'histoire est neutre, mais elle ne l'est pas. Et Non, les écrivains, les gens qu'on invite dans les grands débats, y compris nationaux, sont très sur le volet, je suis désolée. Et ça, on ne se raconte pas d'histoire. Même chez les sociologues, vous voyez, je suis très rarement invitée au débat qui concerne pourtant notre société. Moi qui travaille sur notre société depuis si longtemps, parce que j'ai été jugée par ceux qui se sont accaparés la société comme étant quelqu'un de subversif, alors que je ne fais qu'expliquer. La société, elle n'est pas la propriété d'un groupe ou d'un segment de ses membres. Elle est et c'est parce que ces membres-là n'ont pas compris qu'il faut entendre tout le monde, y compris ceux avec qui on n'est pas d'accord, on va avancer. Et tant que vous allez écarter, marginaliser une partie de la population au nom du fait qu'elle sème le trouble et qu'elle empêche que la paix sociale... une société dans laquelle nous n'avons jamais été que dans du conflit, qu'on nous parle de paix sociale. Gagner comment? En bâillonnant une partie de la population? En quoi faisant? Et donc nous, parce que j'entends qu'on est dans une société de l'excellence, on aime, on a de grosses pointures, on est très fiers, on rapporte beaucoup de médailles. Je ne sais d'ailleurs pas à quoi elles nous servent, puisqu'elles ne nous servent pas vraiment à construire une entité qui soit à nous, qui reflète notre personnalité et nos projets, nos rêves aussi, d'être dans un monde qui nous appartienne vraiment. Donc, nous sommes pleins de contradictions et au bout d'un moment, ces contradictions s'accumulent parce qu'elles ne sont pas traitées, elles sont réprimées, elles sont bâillonnées, elles sont tues. Et puis, avec les médias et les forces dominantes, eh bien, on arrive à imposer une forme de discours à la société dominante, enfin, à la société telle qu'elle est, et les autres n'ont plus qu'à se taire et parler. Je vous entendais, Alexandre, dire que parler, c'était compliqué dans notre société. Hein, c'est ça? Dire un certain nombre de choses que les gens ne savent pas, mais parler tout court de choses qui dérangent et dérangeantes dans notre société, qui a beaucoup de mal à l'entendre, ces choses dont on ne devrait pas parler. Oui, justement. Donc, je voudrais commencer en donnant une citation, en fait. Je préciserai après de quel contexte il s'agit. Donc, il y a 3 ans, quelques malfaiteurs, profitant des désastres de la mère patrie et favorisés par des circonstances fatales, levèrent l'étendard de la révolte. Leur soulèvement a été comprimé en peu de jours. Il n'a pu dépasser les limites du quartier où il avait éclaté. Toutes les classes de la population ont fourni des volontaires pour l'y étouffer. Ces chefs, au nombre de 8, ont payé leur crime de la peine capitale. Les malheureux qu'ils avaient égarés explorent leur complicité au bagne et dans les prisons. Ce souvenir apprend aux plus mal intentionnés, s'ils en existaient encore, qu'ils auraient contre tout le monde, au cas où ils s'y glisseraient parmi les noirs des campagnes. Ceux-ci ont assez d'amis pour éclairer les crédules. Donc, c'est une citation qui parle de l'insurrection du Sud. Donc, l'insurrection du Sud qui s'est passée 22 ans après l'abolition de l'esclavage, donc en 1870. Pendant l'insurrection du Sud, donc, comme M. Schellcher le dit, c'est une citation de Victor Schellcher. L'insurrection du Sud, c'était des gens qui réclamaient que justement l'esclavage qui avait été aboli, ils voulaient vraiment qu'il s'arrête. Parce qu'on sait qu'il y a des décrets qui ont été passés avec le décret de l'abolition de l'esclavage pour que les gens restent travailler sur des plantations, pour qu'ils soient encore en fait asservis à ce qu'ils appelaient leur maître avant. On leur a donné des passeports, on leur a dit vous n'avez pas le droit d'être des mendiants. Donc être un mendiant, c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur une plantation. Vous n'avez pas les lois sur le vagabondage. On leur a dit que dès qu'ils sortent de la plantation, il faut qu'ils déclarent combien de temps, il faut qu'ils aient une autorisation de leur nouveau employeur. Voilà, on a fait passer tout un tas de... Voilà, donc
bon, je ne vais pas toutes les citer, mais je pense que bon, la Martinique en général a une grande connaissance de ça. Par contre, on ne parle pas souvent de 1870, donc quand il y a une insurrection, en fait, où des gens disaient on en a marre, ça suffit, on nous a gardés sous domination, en fait, on continue à nous exploiter, on nous paye 1,50 franc par jour pour les hommes et 0,75 centimes par jour pour les femmes. Oui. On en a assez, en fait. Juste, on veut être vraiment libre. Et ces gens-là, oui, ils ont fait des incendies. Enfin, ce que vous voulez dire, c'est que cette forme de stigmatisation, elle est encore répercutée dans le présent, puisque on a vu dans beaucoup des positions qui ont été prises par nos contemporains d'aujourd'hui que ces mots-là sont revenus. Acte inqualifiable, vandalisme, voyou, etc. Ça a été ce sont des termes qu'on utilise déjà depuis l'époque de l'esclavage. Mais là, justement, en fait, c'est-à-dire que la situation était telle qu'elle l'était, et c'était des gens qui voulaient une vraie justice, en fait. Et ce que M. Schellcher a dit, c'est qu'ils ont mérité donc la peine capitale. Donc, Lumina Sophie, qui faisait partie des gens qui ont copié de la peine capitale. Donc, moi, je me demande en Martinique, est-ce qu'on va faire une tour qui s'appelle Lumina, comme ça, comme mon camarade le disait, en plus, cette tour, c'est un symbole capitalisme. Bon, après, ça, c'est un autre débat, ou pas, en fait. Je te laisserai t'exprimer sur la question. Mais est-ce qu'on va avoir des symboles qui glorifient Lumina, qui s'est battu pour que la domination s'arrête vraiment? Et d'un autre côté, on va avoir des statues, des lycées, des communes, des bibliothèques, qui rendent hommage à un homme qui dit qu'il se battait contre l'esclavage, mais qui, au final, ne s'est pas vraiment soucié après du sort qui était réservé aux gens qui ont été forcés de retourner sur les plantations. D'accord. Et vous, Lou, qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet-là, ou bien vous, oui, dans votre... Pour rebondir sur ce qu'Alexandre vient de dire, puisqu'on va parler des sujets qui fâchent, puisque Victor Schellcher fait beaucoup parler de lui, et beaucoup d'historiens et d'historiennes sont intervenus pour condamner le fait que les statues soient tombées, etc., et pour, quelque part, qu'ils le veuillent ou non, réhabiliter Schellcher. Une citation comme ça montre bien que Schellcher était profondément colonialiste. Ça, je ne sais pas si beaucoup de gens le comprennent dans le pays. On nous explique qu'il a d'abord été raciste et qu'ensuite il a changé d'avis, mais en fait le projet abolitionniste de Schellcher était profondément colonial et profondément raciste. Ce n'est pas pour ça que les esclaves, les personnes mises en esclavage plutôt, se sont battues. Elles ne se sont pas battues pour continuer à être exploitées comme ça. Elles se sont battues pour une libération réelle. Et Schellcher, parce que souvent on nous dit c'est seulement le schellcherisme le problème, c'est pas Schellcher. Il y a de grands intellectuels martiniquais qui sont intervenus pour dire ça. Mais en fait, c'est Schellcher aussi. Quelqu'un qui est profondément colonialiste. Enfin, je ne vais pas expliquer ici que la colonisation est par définition violente, aussi bien physiquement que symboliquement. C'est une violence sur les peuples. Et Schellcher était profondément colonialiste. Et sa principale préoccupation était la prospérité du projet colonial français. Oui, c'est-à-dire qu'après l'esclavage, il plaide pour l'abolition parce que ça coûte cher à la France, et l'entrée dans le système capitaliste, non. Mais je relisais hier les 2 dernières années avant l'abolition de l'esclavage, écrit par lui, et ce n'est que ça. D'ailleurs, je vais en profiter pour lire, parce que c'est une phrase qui est frappante aussi. Donc il parlait justement de mettre en place, là, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui le contestent, l'indemnisation des colons, et il disait, donc il ne reste plus qu'à multiplier la somme de 750 francs donc par esclavagé, par le nombre d'esclaves à racheter. Mais il est nécessaire de chercher auparavant les éléments de ce nombre. Il n'y a pas à payer les 250 000 âmes qui composent la population servile de nos colonies. Il faut déduire de la totalité tous les vieillards hors de service, tous ces outils usés dont il ne reste plus que le manche. Non seulement ils ne rapportent rien, mais ils coûtent au maître. Celui-ci est obligé de pourvoir à tous leurs besoins, bien qu'il soit devenu incapable de lui rendre aucun service. On ne peut, en conscience, l'indemniser pour un esclave dont il a tiré tout le profit, dont il n'a plus rien à obtenir pour une charge, en un mot, dont la liberté générale
le délivre. Victor Schellcher, tome 1, publié chez Desormeaux en 1973, et c'était un livre qui est sorti, donc écrit en 1847, Histoire de l'esclavage pendant les 2 dernières années de l'esclavage. Ok? Donc, il me semble qu'on n'a pas interrogé, parce que j'ai essayé d'avoir une vision assez globale, parce qu'il faut se documenter quand on a des événements comme ceux-là qui ont soulevé toute la société de manière assez frappante et unanime. Eh bien, quand on a des éléments comme ça, il faut comprendre le problème de fond. Et il me semble que personne n'a posé le problème de fond. Le problème de fond, c'est véritablement cela. Quel type de libérateur était Victor Schellcher? Et cela ne remet pas en question le fait qu'il ait effectivement demandé qu'on libère les esclavagés. Mais pourquoi les libérer? Ça n'était pas pour les renvoyer chez eux, ni pour les mettre dans une maison dorée dans laquelle ils se seraient épanouis, ils auraient développé leur personnalité. Il dit même, la France va devoir s'occuper d'eux, ce seront ses enfants adoptifs parce qu'elle les a privés de leur maison qui était en Afrique ou d'où on les a déportés. Donc, il me semble que c'est très important que nous allions dans les questionnements de notre jeunesse, que nous proposions une autre manière de regarder Victor Schellcher. Ça n'empêche pas que les gens qui accordent beaucoup d'importance au fait qu'il soit qualifié d'humanisme, etc., ça n'empêche pas que les gens aient leur manière de concevoir l'action de Schellcher. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a d'autres questions à se poser et je suis étonnée que 172 ans, il me semble, après l'abolition de l'esclavage, on en soit encore à raisonner sur des principes qui n'ont jamais été fouillés. C'est quoi un libérateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va donner aux libérés, aux personnes qui travaillaient gratuitement depuis plus de 200 ans, le droit de profiter de leur travail, de faire à la limite, de repartir sur leur continent, de créer une société dans laquelle ils s'épanouiraient? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a dit, dans le principe du capitalisme qu'il occupait, parce que prenez ce livre-là dont je viens de vous citer un petit extrait, eh bien je vous assure, il n'y a que des chiffres dans la bouche de Schellcher. C'est un capitaliste qui compte ses sous et qui compte aussi le coût auquel revient l'esclavagé à la France, et qui dit à la France non, même aux colons qui ne veulent pas, qui dit à la France non, c'est pas intelligent de maintenir ce système-là. Vous allez dépenser plus que de les lâcher, les libérer et de les utiliser dans le cadre du travail libre, mais qui est payé comment, avec toutes les lois qu'on connaît. Donc voilà, il me semble que cette manière qu'on a eue d'interroger l'acte qui a été posé là, d'abord, il s'inscrit dans une longue série d'actions pour des raisons qui ont été posées par d'autres des prédécesseurs, etc., et qui probablement avaient encore une chance d'évoluer dans cette société et qui n'ont pas été jusqu'au bout, mais qui ont aujourd'hui, pour notre jeunesse qui n'a aucun horizon, aucun avenir, aucune perspective, qui connaît le chômage, qui est obligé de partir et qui en plus vit dans un cadre qui ne semble pas lui appartenir. Je vais vous donner quelques extraits de ce que j'ai lu. Eh bien, il me semble qu'on est arrivé donc à cette situation de crise que j'avais déjà définie en 2009 dans une petite brochure où j'avais expliqué ce que c'était qu'une crise. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je pense qu'on est arrivé effectivement à une situation de crise. Et on avait donc, dans toutes les crises, on dénombre 3 phases: la phase d'incubation, la phase d'effervescence et la phase de résolution, qui est celle justement où les gens qui sont lassés, qui sont fatigués, qui ne se font pas entendre, voilà, posent le problème. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a une crise sociale? Je vais vous lire rapidement 2 petites phrases de cette petite brochure que beaucoup d'entre vous possèdent. Il y a crise sociale lorsque la société traverse une phase critique
lorsqu'il y a modification brutale d'un équilibre, si la crise peut être liée à une conjoncture économique, financière, etc., difficile, elle peut aussi être le révélateur d'un malaise général. Dans les sociétés antillaises, ce malaise s'exprime par une situation de conflit, à l'occasion de laquelle sont remises en cause toutes ces valeurs, le rapport entre les groupes fondateurs de nos sociétés béquenègues, le rapport entre Français de l'Hexagone et Antillais, les rapports entre groupes sociaux, couches sociales plus anciennes et plus récentes. Enfin, il y a X raisons qui expliquent pourquoi nos sociétés... Alors, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on est une société qui vit en paix, en harmonie, et que ce qui vient de se passer là n'était pas prévisible. Alors, peut-être pas de cette façon-là. Moi, je ne viens pas vous dire qu'ils ont eu raison, qu'ils ont tort. Moi, j'interroge en tant que sociologue. Et je viens demander pourquoi est-ce que nous sommes tout le temps dans la condamnation alors qu'il y a véritablement des problèmes à la base de ce qui vient de se passer. Et quels sont ces problèmes? Ben voilà. Donc, comment avez-vous analysé toutes ces production de nos responsables politiques, parce qu'on a des responsables politiques, des universitaires, des personnes qui pensent, qui analysent les faits sociaux. Comment avez-vous réagi? Vous les connaissez? Oui, personnellement, j'ai trouvé que la quasi-totalité des réactions officielles, que ce soit des universitaires, des historiens, des politiques, et qui donc condamnaient quasiment tous et toutes ce qui s'est passé le 22 mai, était plus dans la ligne de croyances qu'ils ne souhaitent pas remettre en question ou qu'ils protègent pour leur intérêt personnel dans certains cas. Mais en fait, on peut contester tous les arguments qui nous ont été opposés sur les faits du 22 mai. Par exemple que Schœlcher était l'ennemi des Békés, etc. Oui, effectivement, les Békés l'ont perçu au début comme un ennemi, mais avec la citation qu'Alexandre a donnée tout à l'heure, on voit bien que même jusqu'en 1870, Schœlcher défendait les intérêts coloniaux français et par conséquent les intérêts des Békés, parce que l'insurrection de 1870 était directement liée à la domination des Békés. C'est un incident qui impliquait des Békés qui a déclenché cette insurrection. Oui. Non, mais dans ce livre-là, l'histoire de l'esclavage pendant les 2 dernières années, il vous explique, il en veut aux colons parce qu'ils ont peur de perdre leur force de travail, etc. Mais il n'est pas contre eux. Il va les travailler jusqu'à les convaincre que c'est plus intelligent de laisser partir les esclavagés et d'instituer un autre système. D'ailleurs, il a balisé, en tant que député, enfin homme politique, il a pensé la société. Et ce que j'ai vu, donc je vais vous laisser d'abord vous exprimer et vous donner mon analyse, mais j'ai été d'abord, et je dois le dire, très très surprise de voir, d'assister à cette unanimité de réaction qui a été justement réactionnelle et très dans le jugement. J'ai été très étonnée parce que j'ai suivi les autres causes qui ont été défendues. Alors je ne sais pas si vous étiez là-dedans, mais on parle toujours d'un groupe de jeunes activistes. Je ne sais pas, voilà, qui sont-ils, quel nom? Vous avez dit que vous n'êtes pas dans un groupement politique, donc je ne sais pas. J'entends des activistes, etc. Et puis aujourd'hui, alors la question c'est... Oui. Tu avais fini? Enfin, si je peux juste terminer sur les différents arguments qu'on nous a opposés. Oui. Donc, il y avait le fait que Schœlcher c'est pas lui qui a provoqué l'indemnisation des Békés, mais comme vous l'avez déjà dit, il y était favorable, il l'a redit après plusieurs fois dans plusieurs de ses écrits, donc il était favorable à l'indemnisation des Békés. Donc ça, en soi aussi, c'est un scandale. Mais c'était sa demande. C'était sa demande. Oui. Il y a d'autres arguments qui consistent à dire que faire tomber des statues, c'est effacer Schœlcher de l'histoire ou c'est réécrire l'histoire. Non, on peut parler de l'histoire dans les livres d'histoire, on peut parler de l'histoire dans les musées, etc. Les statues, ce sont des symboles politiques. On voit bien dans les statues de Schœlcher que ce ne sont pas des statues neutres, c'est toujours le sauveur, le libérateur qui montre le chemin à un noir ou à une noire qui est littéralement ému et reconnaissant, etc. Ce sont des symboles politiques et faire tomber une statue, ce n'est absolument pas effacer
l'histoire. Donc il y a plein d'arguments comme ça qui ont été donnés par des personnes diverses, politiques, historiens et tout ça, mais par contre ils oublient de nous parler de la citation dont Alexandre a parlé tout à l'heure sur l'insurrection de 1870 et de toutes les autres citations, parce qu'il y en a plein de Schellcher qui montrent que c'était un colon convaincu, que ce n'était pas du tout un ami bienveillant des Noirs qui voulait une libération réelle des Noirs. Et il ne parlait pas que de la colonisation ici d'ailleurs, mais il parlait de la colonisation en Afrique. De toutes les colonies françaises. De toutes les colonies, c'était en quelque part c'était le spécialiste des colonies en France, Schellcher, très longtemps, quasiment pendant toute sa vie. Et il l'a répété, il assumait en fait, c'est pour ça que c'est très étrange que les historiens ne le mentionnent pas, il assumait son côté colonialiste. Et il y a des historiens qui le disent, et leurs collègues les ont sûrement entendus. Des personnes comme Robert Saé, par exemple, ont déjà parlé de ses propos sur l'insurrection de 1870. Et donc, j'ai du mal à croire que les autres historiens et historiennes qui sont intervenus n'ont jamais entendu cet argument. Donc, ils nous reprochent d'avoir des arguments pour des raisons politiques, mais je soupçonne certains et certaines d'entre eux qui eux-mêmes sont engagés politiquement d'avoir aussi ce comportement-là pour des raisons politiques, parce que les faits ne mentent pas et tous les arguments qui nous ont opposés, si je pense à d'autres arguments plus tard, je vous les dirai, mais tous les arguments qui nous ont opposés sont très facilement démontables avec des faits. Certes, peut-être que tous les Martiniquais ne connaissent pas encore ces faits, c'est pour ça qu'on les donne, mais les faits sont là et les historiens sont censés les connaître. Donc c'est très étrange cette levée de bouclier qu'on a eu des historiens martiniquais. Justement, pour continuer sur ce que Lou disait, je ne sais pas depuis combien de temps tu sais que Victor Schellcher c'était un colon, et moi ça doit faire peut-être 2 ans en fait. Parce qu'à l'école, jamais on ne nous a dit ça. Jamais. On nous ment littéralement. On nous explique qu'il nous a aidés. Et on ne nous dit pas la situation de la Martinique après l'esclavage. On ne nous dit pas qu'il était... alors oui, il était pour l'indemnisation des personnes qui ont été esclavagisées, mais on ne nous dit pas qu'il était pour l'indemnisation des colons aussi. On ne nous dit pas qu'il était partisan d'une colonisation douce. Je voudrais parler de ça d'ailleurs. Justement, et c'est là que je dis que je veux qu'on parle de ça, du fait que mettre des statues, nous le présenter comme un sauveur, ça met vraiment ça dans la tête des gens. Parce que moi, quand j'ai parlé de Victor Hugo, qui avait tenu un discours vraiment très bizarre sur l'Afrique, où il disait il faut aller aider ces gens qui sont dans la nuit. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il a appris ça, que les gens étaient dans l'ignorance totale des choses et qu'il n'y avait pas de culture en Afrique, je ne sais pas où il a appris ça. Mais bref, quand il a prononcé ça, c'était lors d'une célébration organisée par Victor Schellcher pour fêter la fin de l'esclavage. Et il y avait beaucoup de personnalités françaises, comme Victor Schellcher et Victor Hugo, qui étaient là. Et quand Victor Hugo a prononcé son discours sur l'Afrique, que je vous invite à relire, il a reçu un tonnerre d'applaudissements. Donc on voit bien que oui, il y avait des esclavagistes qui se pensaient humanistes en France, mais je suis désolée, humaniste, ça veut, pour moi, ce n'est pas des gens qui vont dire oui, mais il faut aller, par contre, continuer à exploiter des gens. Il faut aller prendre leurs terres et puis faire ce qu'on veut avec leurs terres et mettre en valeur leurs terres à notre façon. Donc c'est bien ça qu'on dénonce quand on dit qu'on nous a mis Schellcher dans la tête tellement fort et en nous mentant sur lui, que maintenant en fait les gens croient que c'est quelqu'un qui nous avait aidés. Moi je suis passée par là, j'ai cru que c'était quelqu'un qui nous avait aidés, je suppose que vous deux aussi. Donc voilà, les historiens et les historiennes qui ne veulent pas parler de ça du tout, qui ne veulent pas mentionner que c'était un colon, j'ai du mal à comprendre aussi en fait. Mais on a le sentiment d'un certain fétichisme en réalité, parce que c'est vrai que très objectivement, des sciences humaines, y compris l'histoire, ont les moyens d'analyser la posture, d'interroger la posture de Schellcher. Il n'était pas un esclavagiste, mais c'était un colonialiste. Et vous faites la différence. Et c'est pour cela qu'il voulait l'abolition de l'esclavage, parce que il était dans les colonies anglaises, il avait vu les Anglais en avoir terminé avec un système qui coûtait trop cher, parce que les Anglais ont toujours été, sur le plan économique, rationnellement plus efficaces. Et donc, il a demandé, il a fait pression sur la France, pour qu'elle, et ses colons qui étaient réfractaires à ça, pour que
elle arrête ce système, mais elle n'a jamais dit qu'il ne voulait pas que les Noirs continuent à être entre les mains de la puissance coloniale. Donc on fait la distinction. Et c'est cela que je reproche à tout ce que j'ai lu, et je suis très étonnée parce que je sais que nous avons des gens qui pensent, qui peuvent penser nos réalités, mais sur la base de ce malaise qu'on a autour de la personnalité de Schellcher, de sa caractérisation en termes d'humaniste, je ne comprends pas ce que nous comprenons, ce que nous entendons par ce terme-là. Parce qu'un humaniste, c'est d'abord quelqu'un qui aurait dû dire « nous vous avons déporté, nous vous avons sorti de chez vous, déculturé, etc. Eh bien, voilà, nous vous rendons justice, premièrement, en demandant aussi que vous soyez indemnisés, mais peut-être aussi trouver une voie pour renvoyer les gens chez eux s'ils voulaient rentrer chez eux. Au contraire, on a présenté on a développé cette sorte de rapport très paternaliste aux Noirs qu'avait Schellcher, et on l'a représenté d'ailleurs montrant la voie, comme vous disiez tout à l'heure, aux nègres, etc. Et ce paternalisme-là, on l'a dans beaucoup de notre population de colons. C'est un paternalisme bon enfant qui dit que le nègre, c'est un grand enfant, il faut l'entourer, mais le mettre au travail. Alors ça, pour moi, c'est une question acquise. Elle doit être posée, et nous, aujourd'hui, là, on va dire à nos chercheurs, à nos historiens, de regarder les choses aussi sous cet angle-là. Parce que il me semble que nos jeunes ne sont pas partis dans ça sur un coup de tête, qu'ils ont ce que dit Alexandre, qu'ils ont une autre vision de l'histoire, qu'ils interrogent l'histoire et ses grands hommes différemment. D'ailleurs, je tiens rapidement à le répéter, il y a par exemple Marie-Sandrine Bakoulou, je suis plus sûre. C'est une réalisatrice guyanaise qui a fait un film justement pour dénoncer ça, le fait qu'on ne nous parle pas du tout des révoltes des personnes esclavagisées, mais qu'on nous parle de Victor Schellcher qui au final a eu un rôle vraiment moindre en fait dans la libération. Et enfin, on ne nous parle pas de ça. Quand on nous dit qu'on a agi sur un coup de tête, il y a eu des manifestations, il y a eu des lettres qui ont été envoyées à M. Didier Laguerre, parce que je l'ai vu dire il fallait nous proposer quelque chose. Je ne comprends pas, parce qu'il sait qu'il y a des lettres qui lui ont été envoyées. Il y a des gens qui avaient déjà parlé de ça publiquement aussi. Donc, en fait, j'ai l'impression que là, en fait, il y a des gens qui mentent en fait sur des trucs, parce que vraiment ça a déjà été fait. Il y a déjà des gens qui avaient demandé plein de trucs et ça fait des années. Et d'ailleurs j'ai une liste aussi des autres noms et statuts bizarres de rues en Martinique. Donc voilà, en fait, pourquoi c'est à ce moment-là qu'on fait un truc et les gens disent qu'il fallait demander, parce que ça fait des années qu'on demande. Alors, il y a cette idée. Moi, j'ai lu le texte d'une personne qui est à la mairie de... alors, bon, vous êtes un groupe de jeunes activistes. Quels sont les arguments avancés par les jeunes activistes? Premièrement, que Victor Schellcher serait un raciste et un imposteur. Et deuxièmement, qu'il aurait fait en sorte que les planteurs soient indemnisés et pas les esclaves. Est-ce vraiment un problème d'histoire, de vérité historique? Est-ce un problème d'ignorance de l'histoire? Je ne le crois pas. Donc, après, elle dit pour elle, le problème est ailleurs, et le problème est ailleurs et déplacé carrément sur le terrain racial. Et c'est très très surprenant parce que je n'ai pas entendu dire que Schellcher n'était pas admis parce qu'il était blanc. J'ai entendu dire qu'il n'était pas... que d'ailleurs, dans plusieurs positions prises par nos élus, ils disent tous, oui, et même par la Grande Loge de France, hein, parce qu'il y a le Grand Orient, oui, cet acte de destruction doit nous interpeller sur la nécessité d'une pédagogie. Ces hommes et ces femmes à qui on avait dénié toute humanité et qui, par leur résistance incessante, ont arraché leur liberté. Donc ils disent que ces gens-là aussi, ou que Schellcher aussi a contribué. Et la question que les jeunes posent, c'est que ce aussi-là est très paradoxal, parce que on ne voit que Schellcher partout. Des rues Schellcher, des machins, des bibliothèques, des villes, et les aussi qui diraient que ce que vous disiez au début, que les Noirs aussi ont participé à leur libération, surtout
Ils ont d'abord été, à force de donner des coups de boutoir au système, ils ont fini par l'ébranler. Eh bien, ce aussi-là n'a pas sa réalité sociologique sur le terrain. Ils sont où? Elles sont où les figures qui symbolisent ces personnages dans lesquels nos jeunes se voient? Oui, absolument. Et un des autres arguments qu'on nous oppose, Aussi. c'est que c'était un homme de son temps et que donc tout ça est normal. Et là aussi, je trouve que c'est un argument qui n'est pas recevable. Parce que on est tous d'accord aujourd'hui pour se rendre compte des horreurs de la colonisation. Et en 2020, je pense qu'on peut dire clairement que quelqu'un qui était aussi profondément colonialiste était un personnage nocif pour les Noirs en Martinique. Et donc oui, il y a toutes sortes de nuances et on peut discuter des nuances. C'est pas qu'on refuse de discuter des nuances, mais au moment où on essaie de faire un bilan en 2020, je pense qu'on peut dire sans ambiguïté que c'est quelqu'un qui défendait un projet qui a fait beaucoup de mal aux Martiniquais et à tous les pays colonisés. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage, pendant que j'y suis, à la Révolution haïtienne, qui a quand même mis une pression très forte sur les colons. Et qui explique l'attitude de Schœlcher et de tous les colons de l'époque. Donc je rends quand même rapidement hommage aux ancêtres qui ont mis cette pression et donc voilà quoi. Qui les ont forcés. Alors ça c'est de l'histoire. Moi je veux dire, si on a des historiens qui sont désireux de véritablement prendre en considération le sens de ce qui s'est fait, ils ne doivent pas continuer à écrire Schœlcher aussi ou les Noirs aussi. Il faut montrer dans le paysage qu'on y croit vraiment. C'est-à-dire que dans le paysage, dans les symboles, on voit autant de Noirs que de Schœlcher. Or, vous avez un paysage qui est absolument arrosé de Schœlcher. Je suis désolée de le dire de cette façon-là, mais il y a dans l'idée que les jeunes ont qu'on leur ment, il y a cette manière, ce rapport qui est un rapport de force aussi, un peu déshonnête, de faire semblant de ne pas comprendre de quoi on parle. Très malhonnête. Déshonnête, pour moi c'est malhonnête. Je confirme, très malhonnête. Voilà. Mais ce besoin de vérité, nous, de là d'où vous êtes, avec l'âge que vous avez, les carrières finies, parce que beaucoup de gens s'expriment une fois leur carrière terminée et ils ont peut-être à faire allégeance à certains partis, à certaines grandes loges, etc. Et bien une fois que vous avez fait ça, c'est très facile. La jeunesse, c'est elle qui a assumer toutes les catastrophes qui sont un peu de notre responsabilité d'aînés, qui n'avons pas su leur laisser une société dans laquelle ils pourront travailler et s'épanouir. Nous avons au contraire laissé les choses se dégrader et aujourd'hui on attend que le Canada propose qu'on les prenne, que la France qui n'a plus de place pour eux les propose au Canada, etc. Et on dirait une marchandise dont il faut se débarrasser parce que ça brûle. On ne sait pas. Est-ce que les jeunes ne sont pas en mesure de comprendre que cette société ne leur fait pas de place? Moi, je veux bien qu'on vienne avec tous les bons sentiments et qu'on dise qu'on a détruit, qu'on a cassé. C'est vrai que la violence n'a jamais rien résolu. Mais il y a parfois, dans une société qui est sourde et aveugle, il y a parfois des bruits qu'il faut provoquer pour qu'elle entende. Et parfois, ça a été un bruit. Voilà, il s'est trouvé que ça s'est fait de la façon avec laquelle ça s'est fait. Mais voilà, c'est sur quoi nous mettons l'accent? Que voulons-nous? C'est la petite Claberia qui posait la question. Dans quelle société voulons-nous vivre? Que voulons-nous? Eh bien, elle explique qu'un paysage on est dans un paysage mémoriel saturé de symboles coloniaux et que notre jeunesse n'est entourée que de ça et que peut-être effectivement trop c'est trop. Regardez par rapport à la Guadeloupe, est-ce que vous voyez des figures de Noirs qui composent 80% de la population de ce pays? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se projeter dans des héros qui ne soient pas des tas de ferrailles joliment travaillés, mais des figures de Noirs, de la couleur de leurs cheveux texturés, de tout ce qu'on veut. Enfin, quand même, on est dans une société qui n'arrête pas de se la jouer. Alors, je suis désolée de dire les choses très directement. On m'a déjà enfermée dans la subversivité, donc tant qu'à faire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on déplace ce problème-là
sur la question raciale et qu'on dit un groupe d'activistes panafricanistes et noiristes ont causé donc tous ces dégâts, moi je me demande à quel niveau de responsabilité on se trouve, on se situe, parce que qu'on continue à jouer aux sourds et aveugles, eh bien, on va déplacer la problématique de ce qui s'est passé sur le plan d'une violence racialiste qui aurait été dirigée contre M. Schellcher. Moi, j'ai pas entendu dire que c'est parce qu'il est blanc que les choses se passent. Et c'est cela qu'on a entendu aussi dans notre assemblée principale, quand on a posé un problème qui était véritablement social, économique et politique. Eh bien, il y a des gens qui ont dit qu'on était jaloux d'un tel parce qu'il avait des biens, etc. Mais c'est pas comme ça. On est dans un collectif, une société. Si un individu devient riche à côté des autres, c'est que c'est le travail collectivement produit qui a produit cette richesse. Donc, déplacer le problème, accuser les gens d'être des panafricanistes racistes, je trouve que c'est très irresponsable et que c'est très grave si c'est de cette façon-là qu'on a l'intention de résoudre les problèmes qui sont posés. Alors ? Oui, absolument, absolument. Et sur la question de la violence, honnêtement, la violence du colonialisme est sans commune mesure avec le fait de faire tomber une statue. Pour moi, faire tomber une statue, c'est un acte symbolique très fort, et c'est ça qui provoque cette conversation de cette façon-là. Parce que, comme Alexandre le mentionnait, ça fait des années que des gens le disent et remettent en question non seulement le symbole de Schellcher, mais Schellcher lui-même. Et finalement, c'est quand les statues tombent que tout le pays en parle, etc. Parce que sinon, on est installé dans une espèce de statu quo et les choses ne bougent pas. Donc pour moi, un acte symbolique comme ça, je ne le qualifierais même pas de violence. Ça n'a rien à voir avec la violence du colonialisme, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le pays, ça n'a rien à voir avec nos terres qui sont polluées par les descendants d'esclavagistes, etc., etc. Donc il y a toute une liste de choses qui continuent à se passer dans ce pays. Et le fait que deux statues tombent, ce n'est pas une violence, en tout cas c'est sans commune mesure avec la violence ambiante du colonialisme en Martinique et dans tous les pays colonisés. C'est ce que mais cette violence-là, on s'est habitué à elle. C'est-à-dire que vivre en pays colonisé, parce que c'est Schellcher. En fait, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi autant de réactions autour de Schellcher. Schellcher n'est pas seulement le garant d'un certain ordre dans les colonies françaises. Schellcher, c'est celui qui a dicté la nature de la société, qui a défini la nature de la société dans laquelle, après l'abolition, nous devrions vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'assimilation, dans un modèle de société qui n'a jamais été interrogé, si peut-être un peu, mais jamais été vraiment déchoqué, remis en question, et qui fait que aujourd'hui nous sommes dans les limites de l'assimilation, parce que c'était la volonté de Schellcher de nous faire vivre dans ce cadre assimilationniste. C'était sa manière de garder la colonie à la France. Oui. Moi, personnellement, et je pense que c'est le cas de Lou aussi, ce que je trouve violent, c'est qu'il y ait une énorme statue de la personne qui a créé la colonie Martinique, donc des Nambucks, qui trône sur la savane, et qu'à chaque fois que des gens la peignent, écrivent colon dessus, la mairie de Fort-de-France décide de repeindre cette statue plutôt que justement d'ouvrir un débat et de voir si les gens savent de qui il s'agit, parce qu'il n'y a pas de plaque à côté de cette statue, et de demander aux gens, est-ce que vous voulez qu'on la retire? Et je pense que si les gens savaient qui c'était, ils auraient dit oui. Et d'ailleurs, justement, c'est pour ça que je voudrais aussi parler de l'éducation. Ce qu'on apprend à l'école en Martinique, alors, on vit sur le continent américain ici, et comme on l'a dit souvent, en Martinique, il y a des gens de tous les continents. Alors, je voudrais savoir pourquoi à l'école, tout ce qu'on nous apprend, c'est l'histoire de l'Europe et l'histoire de la France. Je voudrais vraiment qu'on m'explique, en fait. Je me demande pourquoi en Martinique, quand on nous parle des choses qui viennent d'ailleurs, on nous parle des choses qui viennent d'ici, donc de nos animaux, enfin nos animaux, non pas nos animaux, mais les animaux qui vivent avec nous en Martinique, dans notre environnement, des ananas, de nos fruits. On apprend à nos enfants, quand ils ont 4-5 ans, ça c'est les trucs d'ailleurs, et les pommes c'est les trucs d'ici. Donc je ne comprends pas pourquoi aussi, enfin on ne nous apprend pas l'histoire précoloniale de l'Amérique, parce
que l'Amérique a une histoire précoloniale. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qu'on peut tirer des savoirs et des connaissances. Oui, la Martinique fait partie de l'Amérique. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'on peut tirer des connaissances des premiers habitants de la Martinique, donc des habitants d'avant Christophe Colomb. J'aurais bien aimé aussi qu'on nous apprenne des choses par rapport à l'Afrique précoloniale, dont nous venons majoritairement ici en Martinique. J'aurais bien aimé aussi qu'on m'apprenne des choses sur l'histoire de l'Asie. Mais tout ce qu'on nous apprend, en fait, à l'école, c'est l'histoire de l'Europe. Et en plus, ça arrive des fois que quand on nous dit, par exemple, théorème de Pythagore, pour prendre vraiment un seul exemple, il y en a plein. Ben non, en fait, par exemple, Pythagore, il n'a pas inventé le théorème de Pythagore et il l'a appris justement en Égypte. Donc vraiment, en fait, je me demande à quel moment on va nous apprendre des choses vraies et on va nous apprendre on va mettre les choses sur un pied d'égalité. On va arrêter de nous dire l'Europe nous a tout apporté. C'est pas vrai. Donc aujourd'hui, les jeunes disent, on est dans une réalité qu'on ne connaît pas et donc on en a assez d'avoir tout le temps le regard décentré. C'est ça. Et on vous a dit que Schellcher était l'un de ceux qui avaient construit aussi le système éducatif et il l'a fait en bon assimilationniste. Il vous a dit que votre regard, comme le chemin qu'il montre qui montre à l'enfant, voilà, vous êtes entre les mains de la mère patrie généreuse. D'ailleurs, il y a un très bon livre sur la République coloniale qui vous donne de la lecture. Lisez. Et je crois que ce que vos jeunes vous reprochent, c'est de ne pas comprendre, de ne pas connaître votre histoire, d'être trop dans le jugement, parce qu'il ne suffit pas... moi, j'étais très frappée par cette incroyable unanimité que j'ai vue se manifester autour de ce phénomène de statues tombées, au-delà du fait que je ne sais pas si j'ai un avis particulier sur une statue qui tombe. Une petite parenthèse. Il y a des gens qui ont dit il y a des gens qui ont dénoncé en quelque sorte ce qu'on a fait, mais qui en fait ne sont pas contre. Aussi, moi je dis, je sais pas. Je tiens juste à le dire parce qu'il y a bien ça aussi. sûr, parce qu'il y a une jeune femme qui nous a expliqué qu'une statue c'est un symbole politique et vous, votre acte, à mon avis, c'est pas un coup de tête parce que j'ai cru comprendre que la personne dont j'ai lu quelques extraits disait que voilà, c'est quelque chose sur un coup de tête que vous avez agi, mais non, c'est un acte politique puisque c'est pas un acte raciste et il faut pas laisser dire dans les interprétations en défaut qui sont posé là que vous en voulez à Schellcher parce qu'il est blanc. La question, elle est plus profonde, plus importante que ça. La question, c'est quel modèle de société, quelle civilisation, quelle perspective d'avenir Schellcher a tracé pour notre société. Celle d'une colonie. Et c'est bien dans la colonie que nous vivons. Allez-y. Oui, absolument. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est intéressant de faire le rapprochement avec aujourd'hui, parce que la situation aujourd'hui découle de tout ça et de cette vision coloniale, abolitionniste européenne. Et assimilationniste. Et assimilationniste. Donc c'est ça, non seulement c'est important de connaître l'histoire, et d'ailleurs on essaye de faire un travail sur les réseaux sociaux, puisque visiblement dans les courants officiels, sur les vecteurs officiels, ce travail n'est pas toujours fait correctement. Donc on essaye de partager des choses sur les réseaux sociaux, sur l'histoire, mais aussi de connecter avec ce qui se passe aujourd'hui et comment ce qui se passe aujourd'hui est directement lié à ça en fait. Absolument. Et donc c'est pour ça que ces combats-là, on continue à les mener aujourd'hui. C'est parce que ça influence la structure de la société aujourd'hui et ça a des conséquences très graves. Le colonialisme aujourd'hui en Martinique. Et puis les limites de l'assimilation, puisque nous sommes dans une société. Alors j'ai été étonnée de voir que quand on a posé la question du chlordécone, que les jeunes ont été ceux-là de la société civile qui ont pris leur responsabilité, que ils ont alerté toute la société, que personne n'a pas vraiment bougé. On n'a pas eu cette levée de bouclier qui donnait le sentiment qu'on était dans une société compacte, qui se sentait concernée. Et puis là, tout d'un coup, il y a cette affaire Schellcher et toute la société, les intellectuels, les universitaires, les politiques réagissent. Et à mon avis, moi qui regarde les choses en sociologue, je ne dis pas que je suis neutre, ça n'existe pas, mais je suis étonnée que nous ayons... Parce qu'on disait que notre classe politique était inerte
et qu'elle ne se mêlait pas trop de la vie, qu'elle prenait ses ordres. Mais là, elle a pris, alors peut-être qu'elle a eu ses ordres d'ailleurs, mais en tout cas, elle a réagi de manière très officielle et plus que ça, face à ce phénomène. Donc moi, j'ai juste envie de dire, parce que malheureusement, on a commencé l'émission un peu en retard, donc on va devoir l'abréger, mais si c'est possible qu'on continue à réfléchir sur le sujet, je voudrais dire deux choses à nos historiens, notamment. Quand nous disons que les esclavagés sont ceux-là qui se sont libérés, les conditions dans lesquelles ils vivaient ne permettaient pas ou n'ont pas permis qu'ils aient eu un modèle de société en tête. La question institutionnelle qui nous taraude jusqu'à aujourd'hui, elle est liée à ça. Les gens qui viennent nous dire que les esclavagistes se sont libérés, d'accord, on est très content de ça. Mais c'était pour aller dans quoi? Pour aller dans quel modèle de société? Et aujourd'hui, nous voyons que c'est le seul qui a pensé institution parce qu'il était dans le projet colonial, c'est Schellcher. Et ce qu'il a offert, c'était que la colonie, que la France redéfinisse son rapport avec ses esclavagés, avec ses meubles, qu'elle les transforme en affranchis. On a assez de gens qui ont travaillé sur ces thématiques qu'on voudrait entendre dans nos médias officiels, qui invitent toujours les mêmes personnes, qui sont souvent cooptées. Non, il faut diversifier. Il y a une pensée alternative à la Martinique. Il y a des chercheurs, il y a des réflexions qui se mènent et qui restent dans les bois parce que vous ne permettez pas que les gens, que ces personnes-là aient accès à vos médias. Donc, ne faites pas les étonner quand vous voyez, eh bien, parfois des coups de boutoir partir, parfois un peu anarchiquement, comme vous le qualifiez. Donc, la question de l'abolition, on est d'accord, nous aurions déjà dû l'avoir dépassée. Les esclavagés se libèrent, c'est vrai, mais pour sortir dans les petites habitations et pour tomber dans la grande plantation, puisque c'est un peu dans cela que nous sommes. Alors, quelle porte de sortie vous offrez-nous, vous peut-être les sociologues qui sont invités dans les médias, et les historiens et les politiques, quelle porte de sortie d'un système qui a montré ses limites. Et je crois que les jeunes aujourd'hui ne nous ont pas dit, contrairement à ce qu'on avance, qu'ils sont méchants, qu'ils sont racistes, qu'ils sont panafricanistes et noiristes. Ils nous ont dit que cette société bloquée, fermée à eux, eh bien, ils entendent dire qu'elle leur appartient aussi. Et à mon avis, nous devrions pouvoir l'entendre. Je vous laisse le mot de la fin, puisque nous sommes malheureusement déjà en train de... Alors, en fait, du coup, j'encourage les gens, comme Madame Juliette l'a dit, à lire, en fait, genre vraiment, à ouvrir des livres, à se renseigner, à prendre des informations qui les intéressent, parce que ce n'est vraiment pas à l'école qu'on va vous apprendre beaucoup de choses, et voilà, beaucoup de choses avec beaucoup de sources, et qui ne sont pas orientées politiquement, parce que oui, l'école, elle est orientée politiquement pour que la France ait une belle vision d'elle-même, et du coup, donc voilà, de lire le plus de livres écrits par le plus de personnes différentes que possible, et aussi, voilà, se renseigner donc de manière alternative des fois, parce que ça arrive souvent, je vais pas dire tout le temps, mais ça arrive souvent que sur des médias en fait, il y ait de la censure. Et j'en ai déjà fait les frais, donc je sais de quoi je parle. Je voulais justement parler de Victor Hugo à Martinique Première, et il y avait quelqu'un qui avait reçu, la personne qui m'interviewait avait reçu un message: change de sujet, il ne faut pas parler de racisme après le tour des Yoles. Donc, et d'ailleurs, enfin, je ne citerai pas de nom, mais je connais d'autres personnes qui ont aussi été censurées, en fait. Donc, je ne dirais pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut arriver. Donc, faites attention aussi à qu'est-ce que vous regardez. Ce qu'on laisse passer comme information parfois, ce qui est important pour la compréhension de notre réalité, eh bien, nous est dérobé, ne nous est pas livré. Alors, ne change de sujet, ou alors ne parle pas de blanc, ça choque les gens. Enfin, on est dans quelque chose, dans une réalité qu'on édulcore sans arrêt. Et un sociologue ne peut pas jouer sur ce terrain-là, c'est pas possible. J'espère que vous comprendrez que les gens ont besoin d'être éclairés, personne ne désire la destruction de la société. Vous voyez? Donc, à vous le mot de la fin. Pour terminer sur une note optimiste,
il y a tout à construire en fait en Martinique. Il y a de vieux paradigmes qui sont en train de mourir et c'est pour ça je pense qu'il y a une levée de boucliers comme ça, que ce soit dans le monde politique, chez les intellectuels, dans les médias, etc. Et donc beaucoup des gens engagés que je vois aujourd'hui n'ont plus envie de négocier avec ça, n'ont plus envie de faire partie de ça. Et parfois même, je dois avouer que parfois il y a des médias qui invitent et on dit non parce qu'on sait dans quelles conditions ce sera fait et qu'on sait qu'on a d'autres façons aujourd'hui de s'exprimer et de transmettre. Donc moi je suis très optimiste parce que je vois beaucoup d'initiatives citoyennes en matière d'autonomie alimentaire, en matière de décolonisation des esprits, parce que je crois que pour construire autre chose, il y a quand même une grosse phase de décolonisation des esprits qui doit continuer à avoir lieu, de transmission. Donc quasiment toutes les personnes engagées en Martinique que je connaisse ont des projets dans ce sens et sont en train de commencer à construire autre chose, mais simplement ça ne passe pas par les canaux habituels et donc on les accuse de juste vouloir détruire sans vouloir construire, mais en réalité je peux rassurer les Martiniquais et les Martiniquaises, il y a un changement qui est en route, qui est en train de se mettre en place, il y a un changement qui vient du bas avec des initiatives citoyennes pour l'autonomie alimentaire, pour la décolonisation des esprits et pour proposer autre chose aux Martiniquais. Donc, et pour se réapproprier son histoire. Pour se reconnecter à notre non-non, comme on dit, pour se reconnecter à nous-mêmes, parce qu'on nous a vraiment beaucoup déconnectés avec ce paradigme colonial. Ouais. Et puis on est à l'ère de l'écologie, vous savez, chers amis, les gens ont envie de vérité, de pureté et de pensée qui soit de droiture aussi au niveau de la pensée. On ne peut pas zanzoler, passer nos vies à zanzoler. N'oubliez pas, chers amis, que le code noir n'est pas abrogé et que nous sommes dans un statut d'affranchi. Et c'est cela à quoi a servi l'assimilation dans laquelle nous sommes et qui montre ses limites. Et ce corset devenu trop étroit, c'est celui-là que nos jeunes essayent d'éclater avant de les condamner. Cherchez à comprendre, discutez avec eux et surtout, vous n'avez pas vu sur le plateau des enragés qui viennent casser Cher juste parce qu'ils sont fâchés, parce qu'il est blanc ou parce qu'ils sont panafricanistes. Non. Et puis il faut respecter les choix des gens. Il y a des gens qui sont assimilationnistes et il y en a qui sont panafricanistes. Et où est le problème? Du moment qu'on ne se gêne pas, puisque c'est comme ça que ça... Sauf que la société confisquée, eh bien, elle n'appartient pas à une catégorie, mais à tous et tous. Tous les gens qui décident qu'elle leur appartient ont le droit aussi de la défendre et de vouloir y trouver leur place. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Alexa? Oui. En fait, souvent, on nous demande, en tant qu'activiste, de faire des choses, on nous appelle, mais en fait, n'importe qui peut prendre une initiative demain et la partager, et tout le monde peut soutenir aussi, en fait. Voilà, le changement peut venir de n'importe qui. De n'importe qui, et donc ils attendent de pouvoir discuter avec leurs élus, leurs hommes politiques, leurs profs d'histoire, tous ceux qui sont d'accord pour interroger vraiment, sincèrement, l'histoire. Je vous remercie d'avoir été là, et puis je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour d'autres réflexions, et peut-être que nous continuerons à réfléchir avec eux sur ce qui s'est passé, mais les condamner, eh bien, c'est choisir la solution de facilité, et ça serait dommage. À bientôt.